La Chambre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien, nous allons poursuivre l'interrogatoire du témoin avec le conseil des parties civiles. Merci, Monsieur le Président. Oui, ça va. Bonjour, Monsieur Moutedi. Bonjour, madame. Monsieur Hissène Habré est arrivé au pouvoir le 7 juin 1982. 2 ans seulement après, les vagues de répression au sud ont commencé et l'argument principal, c'est que c'était la lutte contre les Kodo. Pouvez-vous nous dire qui sont les Kodo? Pourquoi il y a eu cette rébellion des Kodo? Ok, madame. En ma qualité de témoin, je rapporte ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Juin 82, j'étais à Doba lorsque les troupes armées venant de Koumra, c'est-à-dire de Sar, étaient entrées dans la ville, puis ils ont continué à Moundou. La ville fut prise pour le compte du président Hissène Habré. Aussitôt, quelque temps après, il y a eu beaucoup d'exactions. Il y a eu des exactions à l'encontre de la population, à l'encontre des cadres, fonctionnaires ou bien même du secteur privé. Alors, je crois que c'est ce qui aurait motivé la constitution des groupuscules armés dénommés Kodo, c'est-à-dire en abréviation commando en abréviation Kodo, qui se sont installés dans la forêt pour en quelque sorte contester le pouvoir central. À mon avis, c'est ça. Bon, mais ce qui advient après, les massacres et les tueries qui sont advenus après, je ne pense pas que c'est un problème de Kodo ou de rébellion, parce que, voyez par exemple, madame, à Doro, un village, où en 1984, avec la famine, un infirmier envoyé par le docteur Seymour. Seymour, c'est un médecin américain qui s'est installé dans la région. Il a fait des hôpitaux, il soignait les gens là. Donc, pendant la famine, Seymour, ayant obtenu un peu d'aide,
avait envoyé un infirmier à Doro pour préparer la bouillie enrichie distribuée aux enfants dénutris. Mais là, les militaires sont partis l'enlever devant sa marmite pour le tuer. Est-ce qu'il était Kodo? Pareillement pour Israël, le gestionnaire de l'hôpital de Semour, le bras droit. On l'a attrapé à l'hôpital. On l'a amené d'abord à la mairie de Koumra, qui était en quelque sorte un centre transitoire de détention. Et puis de la mairie, on l'a amené à 5 km sur la route Koumra-Assar. À droite, on l'a tué. Le médecin chef de l'hôpital de Koumra, on est venu lui dire que bon, il y a un cas de maladie, et qu'il serait préférable qu'il se déplace pour voir la malade. Ok. En route, on l'a précipité directement à la mairie. De la mairie, on est parti le tuer. Donc, quand j'avais dit tout à l'heure que pour nous autres, nous sommes des chanceux, des rescapés, c'est parce qu'on avait plus de chances de mourir comme les autres sont morts. Ceux qui sont morts c'est pas parce qu'ils sont des bêtes, mais l'espérance de vie était à 24 heures renouvelable à l'époque. Monsieur le Président. Merci. Vous dites que les Kodo étaient donc uniquement en brousse. Mais selon des témoins qui sont passés ici avant vous, il y a Madame Antoinette Mandiri qui nous disait qu'à Sarre, quand cette même équipe, parce qu'il s'agit bien de l'équipe conduite par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Brahim Itnou, ils étaient arrivés avec Mamad Fadil, avec une liste qui contenait les noms des cadres sudistes à éliminer. Les cadres sudistes étaient dans leur bureau, dans leur maison, et les Kodo étaient en brousse. Comment on peut expliquer cela? Vous avez également dit, ça vous permettra de reprendre en même temps, que le mode opératoire de cette équipe, c'était de faire réunir les gens sous prétexte de leur livrer un message dont il était détenteur de la part du président Hissène Habré, et à cette occasion, on triait les bras valides, les hommes valides qu'on exterminait. Avait-il une relation quelconque avec la rébellion qui était en brousse et qui opérait en brousse? C'était des populations civiles qui étaient la cible donc, de cette mission. Peut-être que vous ne m'avez pas suivi avant la pause. J'avais dit que le phénomène de Septembre noir, Septembre noir, ça ne désigne pas un mois, ça désigne une époque. Une époque, même si ces civils avaient des relations avec des Kodo ou avec des liens avec des Kodo, faut-il les rassembler et les massacrer? Les 4 massacres que j'avais évoqués, je crois fermement, et je le réaffirme, il n'y a aucun Kodo parmi eux. Je crois que le Tchad était une république à l'époque du président Hissène Habré. Il y avait la justice. On pourrait bien déférer ces gens devant la justice si on les soupçonne d'être des Kodo. Fallait-il massacrer au hasard pour avoir la chance d'atteindre des Kodo?
Moi, je trouve que et ça se disait, ce n'est pas moi seul qui trouvais cela, mais ça se racontait et ça se disait qu'il était question d'établir un équilibre du personnel administratif qui est majoritairement ressortissant du Sud. C'était là, Septembre Noir. Bon, la machine a parfaitement marché, la machine était performante, mais après il s'est emballé. Cette machine s'est emballée. Et comme je le disais, en quoi un infirmier qui prépare la bouillie aux enfants est-il une menace pour un État? En quoi un médecin-chef qui est à l'hôpital, comment peut-il déstabiliser un État? Donc, ceux-là, je crois qu'ils ont payé pour leur statut de fonctionnaire. Vous avez donc parlé de la répression aux moyens charris dans le Logone oriental. Est-ce à dire que le Logone occidental et la Tangilé, le Mayo-Kébi, tout ça était épargné? Je disais que Septembre Noir ne désigne pas le mois de septembre, mais désigne une époque. Je me répète. Quand je faisais allusion, avant la pause, qu'on ne savait où se cacher. On ne savait où se cacher parce que, à ma connaissance, aucun endroit n'est épargné. À Mondou, il y a l'abattoir de Koutou. Il y a le massacre de Delhi. À Doba, il y a le pont sur la Nia. Le pont sur la Nia, pour celui qui connaît la région, c'était un abattoir pour le Logone oriental. À Koumra, il y a les 5 km après la ville, en allant vers Sahar. Bon, à ma connaissance, je n'avais pas vu un endroit épargné à l'époque. Merci, merci. Bonjour, monsieur Moutede. C'est M. Hassan Diomandjaï, donc avocat des partis civils. Tout à l'heure, monsieur le procureur général vous a lu une lettre de monsieur Ibrahim Mahamad Itno, rendant compte au président Abré. Il disait en ce moment la délégation se scinde en deux afin que le travail se fasse simultanément dans le moyen Chari et le Lagone oriental. Mais il parle de travail, rendant compte à M. Abré. Mais vous dites qu'on vous aurait dit que tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les massacres que vous évoquez à Maïbo, à Bengagnan et à Bekoy, on vous dit que c'est M. Itno qui était à la tête de la délégation. Mais lui, il parle de travail, il ne parle pas de massacre. Est-ce à dire que ce travail, pour vous, équivaut à massacrer, le travail dont il rend compte à M. Abré? Ok. Vous avez compris? J'ai compris. J'ai compris. L'autre, le ministre Ibrahim Itno était membre du gouvernement. Il est allé
la tête d'une délégation, il a séjourné, même si c'est pendant une semaine, même s'il n'avait séjourné qu'une semaine. Ce qu'il faisait là-bas, le président de la République ne serait-il pas au courant de ce que son ministre fait là-bas? Et ce n'est pas une semaine qu'il a mis. Oui. L'autre question, Madame le substitut général, vous a également demandé quelles étaient vos motivations. Vous avez semblé dire que vous vouliez être témoin de l'histoire. Ma question, c'est quels moyens disposiez-vous? C'est parce que, en votre qualité d'élève, vous étiez obligé de faire ce trajet reliant les trois villages, ou c'est parce que, en tant que photographe, il vous fallait faire beaucoup de villages de manière à pouvoir être témoin plus ou moins de ces massacres dont vous évoquez? Quels sont les moyens? C'est de par le trajet que vous faisiez quotidiennement en qualité d'élève, ou c'est parce que vous étiez photographe occasionnel devant faire le tour de ces villages, ou simplement vous vous êtes donné les moyens d'y aller de par votre volonté pour être un témoin de l'histoire? Ok. J'étais un témoin malgré moi. Je ne cherchais pas à être témoin, je ne cherchais pas les événements, je ne cherchais pas à être spectateur de ces faits. J'étais un élève lycéen à Doba. Mes parents se sont déplacés, ils sont à Bodo, à 53 km de Doba. Et mon père, qui était, disons, un retraité, a fait une ferme à l'est de Bodo. Moi, par nécessité, je devais me déplacer de temps en temps, de Doba à Bodo. Si, en allant, j'emprunte un chemin, au retour, je devais maintenant emprunter un autre. Donc, forcément, le fait de diversifier mes trajets, mes itinéraires, me transforme en témoin des faits qui se déroulaient. Ce n'est qu'une goutte d'eau, ce n'est qu'une petite partie infime qui se trouve sur ma trajet. Ce que j'ai vécu, ce n'est que ce qui s'offre à moi sur ma trajet. D'accord. Je voulais savoir, parce que c'est la question qui taraude les esprits, comment vous avez pu... Mais vous avez répondu, je crois. Ma dernière question, vous êtes venu quelques minutes, 45 minutes après le massacre de Maïbo. Même si vous n'étiez pas présent, vous dites que vous êtes venu 45 minutes et vous avez trouvé les corps. Ouais. Ma question alors, est-ce que vous avez trouvé parmi les corps des Kodos, ou parmi les rescapés, il y avait des Kodos? Parce que vous semblez dire qu'il n'y avait que des civils. On se pose la question si c'est des combats entre armées régulières ou Kodos, mais parmi les rescapés ou les personnes tuées, est-ce que vous avez pu constater des Kodos ou c'était exclusivement des populations civiles? Je l'avais dit, hein, je me répète, jusqu'à aujourd'hui, je l'affirme, le confirme, que de tous ces gens, que ce soit ceux qui sont abattus, que ce soit les rescapés, il n'y a pas un seul Kodo. Qu'est-ce qui me donne l'assurance d'une telle affirmation? Il est vrai que c'est
C'est une zone qui abrite notre ferme, qui abrite la ferme de mon père. Mais en fréquentant cette ferme, je connais quand même certaines de ces personnes qui venaient travailler à la ferme. Je connais ces gens. C'est des pauvres laboureurs. Aujourd'hui, il y a des rescapés qui malheureusement ne sont pas sollicités. Mais il y a des rescapés, ils pourront mieux se prononcer sur cette question. Mais à ma connaissance, ceux-là que je connais nommément, quand bien même qu'ils ne sont pas de ma famille, quand bien même qu'ils ne sont pas mes parents, je les connais parce que je les fréquentais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jacqueline Moudéina, avocat des parties civiles. Bonjour, Monsieur Moutodé. Bonjour, Madame. Monsieur Bandim Bandoum, un ex-agent de la DDS, a eu à témoigner ici, à la barre. Il nous a parlé de 2 négociations menées par une mission gouvernementale au niveau de Doba avec les Kodo en début 85. La première négociation a échoué, donc ils sont revenus pour une seconde fois. Je voudrais donc savoir s'il s'agit de cette mission qui s'est installée à la ferme, au centre que vous avez appelé CFPA. Est-ce qu'il s'agit de la même mission? Est-ce que vous avez été au courant de cette mission qui menait des négociations avec les Kodo? Oui, il s'agit effectivement de cette mission. Je dis ça pourquoi, en ma modeste connaissance d'un élève, d'un lycéen, ces gens ont beaucoup duré dans la région. Certains membres de la délégation étaient à la préfecture, logés à la préfecture. D'autres étaient logés dans une auberge appelée Source des Amis. C'était juste derrière le lycée. Une auberge appelée Source des Amis. D'autres étaient logés là. Et chaque fois, ils se déplaçaient avec les militaires de la garnison de Doba. Ils se déplaçaient avec eux pour aller dans les provinces et autres. Donc, à mon humble avis, je dis que c'est cette délégation. Vous étiez au courant. Et comment avait réagi la population? Est-ce que la population était également au courant qu'il y avait des négociations qui se menaient avec les Kodo? Oui, la population était au courant parce que les Kodo, je le disais, étaient dans la forêt profonde. Leur couverture, leur refuge, leur abri, c'est la forêt profonde, pas la savane boisée. Donc, quand les émissaires sont envoyés vers ces Kodo, et que les émissaires de Kodo aussi revenaient et autres, la mission, premièrement, avait sensibilisé la population pour leur dire « sortez ». Vous de la population, vous les civils, qui vous êtes réfugiés dans les périphéries, sous les gros arbres et autres, craignant que les militaires, par un coup de main, viennent incendier vos maisons ou quelque chose. Vous vous êtes réfugiés hors de vos maisons, revenez vers vos cases.
ne restez pas sous les arbres et autres. Revenez vers vos cases. Maintenant, il y a une négociation qui est en cours et qu'il n'y a plus de raison de s'inquiéter et de s'écarter. Donc, la population avait confiance. La population avait confiance. C'est comme ça qu'elle sera piégée. C'est cette confiance qui fera que la population sera piégée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, donc pour vous, la population était donc piégée. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je suis Maître Sall Fatimata du barreau, en fait, un des conseils des parties civiles. Vous avez dit tantôt que pour asseoir son pouvoir, Hissène Habré, lorsqu'il est arrivé, devait procéder à un rééquilibrage entre le personnel administratif qui était notamment occupé par des élites du Sud. Donc là, dans votre déposition, les massacres ont eu lieu dans les villages et ce sont des paysans qui ont été plutôt tués. Donc, comment vous expliquez cela? Parce que les élites, en fait, ce que vous avez cité, ce n'était pas des élites, en tout cas du Sud. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je crois que avant l'autre, vous ne m'auriez pas bien saisi avant la pause, mais je me reprends. J'avais dit que la machine d'EDES avait procédé à l'équilibrage du personnel administratif. C'était ça. Vous pouvez me démentir, Oui, mais qu'est-ce que vous appelez par rééquilibrage? En fait, je voulais comprendre. Le rééquilibrage du personnel administratif, qu'est-ce que vous voulez dire par là? l'extermination des cadres ressortissants de l'autre côté. D'accord. Et ces cadres, parce que bon, dans votre déposition, vous avez été plutôt témoin de massacres qui ont eu à Doba et à Bodo. Oui. Donc, l'extermination de ces cadres du Sud, là, ça s'est passé où et quand actuellement? Exactement. Mais ça, c'est dans tout le Sud. Il n'y a pas longtemps, j'ai évoqué l'abattoir de Moundou, de Delhi, de Doba, le pont sur le fleuve. Vous avez été témoin de ces faits-là? Témoin en tant que spectateur, non, mais j'ai vécu la chose. Vous étiez sur les lieux? J'ai vécu les choses, la chose. À Delhi, vous étiez sur les lieux? Non, à Delhi, j'étais pas présent, j'ai pas assisté. Donc, mais le père de mon ami. D'accord, on vous a donc rapporté, vous n'étiez pas un témoin oculaire ni auriculaire de ces événements. Quand on emportait, la nuit, quand on emportait le père de mon ami, un député du Nondjérang, il criait. C'était dans la nuit profonde, mais il criait, il disait que, vous voyez, moi aujourd'hui, c'est mon tour. On est en train de m'amener. On est en train de m'amener. Vous, population, voilà, c'est moi qu'on est en train d'amener là. Il criait à haute voix dans le véhicule qui l'a amené à l'abattoir. Votre père a été tué non. Après le mars? Non. Il n'y a aucun de vos parents qui a été tué au cours de ces événements en mars 85 que vous avez décrit non. en mars? Non. Vous avez dit qu'en février-mars 85, c'était le chaos dans cette région-là. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Je ne vous comprends pas. Vous aviez dit tantôt qu'en mars, et février 85, dans toute la région, quand vous avez projeté la carte, c'était le chaos. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par le chaos? C'était le chaos. Parce que j'avais dit que l'espérance de vie en cette période était de 24 heures renouvelables. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai fini. Bien, c'est à la défense de procéder à l'interrogatoire du témoin.
vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. Monsieur Moutédé, je me présente, je suis Maître Mounir Balal, un des avocats commis par la Chambre pour assurer la défense de l'accusé, Monsieur Hissène Habré. Monsieur Moutédé, actuellement appartenez-vous à un parti politique quelconque au Tchad? Oui. Auquel, s'il vous plaît? Au MPS. Au MPS. Oui. C'est-à-dire le parti politique du président en exercice actuellement, oui. de Monsieur Déby. Oui. Oui. Idriss Déby Itno. Oui. C'est bien ça. D'accord, merci. J'ai écouté votre déposition avec beaucoup d'attention, vous vous en doutez. Ça me fait plaisir. Également, c'était un devoir pour moi, avant d'être un plaisir. Vous avez déclaré à un moment, je ne connais pas grand-chose aux affaires militaires, aux questions militaires, c'est bien ça? Oui. Très bien. Vous confirmez? Bien sûr. D'accord. Dites-moi, moi, je voudrais savoir si c'est possible, et si vous le savez, quel type d'armes portaient les militaires à l'époque, les forces armées gouvernementales? Ah. Quel genre d'armes avaient les soldats sur eux? Oui, je vous réponds. Les soldats avaient des armes individuelles. Oui. Comme, par exemple, c'était quel type d'armes, vous savez? Comme, oui. Oui. Tous les Tchadiens savent. C'est-à-dire? Bon, pas tous les Tchadiens, mais presque Oui. tous les Tchadiens adultes. Oui. Pour ce qui est de l'armement, et même si ce n'est pas le fait d'être Tchadien, mon niveau intellectuel peut me faire différencier un revolver d'un pistolet, un revolver d'un magnum ou bien une Kalachnikov, d'un AKM. Oui. Je peux différencier un anti-aérien. Un missile, vous voulez dire? Non. Un anti-aérien, c'est-à-dire? L'artillerie quadritube ou bitube ou quelque chose. Ah oui, d'accord, je vois. C'est des genres de tubes comme ça qu'on met sur les camionnettes. Voilà. D'accord. Oui, ça je peux. Quadritube, ça peut aller même jusqu'à une vingtaine de tubes des fois, d'accord. Et là, on n'a pas besoin d'être militaire. Et là, les militaires, qu'est-ce qu'ils avaient en l'occurrence comme armes légères? Mais je viens de citer Kalachnikov, d'accord. AKM. D'accord. Oui. D'accord. Vous nous avez également parlé que les militaires donc en poste dans ces casernes, à Doba, etc., étaient également munis d'artillerie, ce qu'on appelle l'artillerie. Oui. D'accord, ok. Et puis à l'occasion de votre déposition, vous avez parlé d'un véhicule dénommé Valera. Oui. C'est ça? Oui. Et vous nous avez même expliqué ce que c'était, c'est-à-dire... le sigle, l'acronyme. Véhicule léger rapide. Véhicule léger de ravitaillement et d'appui. De ravitaillement et d'appui. Oui, VLRA. Voilà, je vous remercie parce que moi je ne savais pas ce que c'était, très franchement, un Valera. Pourtant, vous voyez, je suis un intellectuel et aujourd'hui, je sais ce que c'est un Valera. Donc, vous aviez quand même, comment dirais-je, une certaine connaissance du type d'armement, etc., qui était utilisé sur le terrain, notamment par les forces gouvernementales. D'accord. Vous étiez conscient quand même à l'âge de 20 ans qu'il y avait une guerre entre les CODOS et les forces gouvernementales. Oui. C'est bien ça? Oui. D'accord. Et puis vous nous dites que les CODOS, en fait, ne pouvaient pas être dans les villages. Ils étaient obligatoirement et forcément dans cette forêt profonde, vous insistiez à chaque fois, très profonde, pas dans les savanes boisées. Non. Et ils restaient là en permanence dans ces forêts profondes, comme ça, cachés, blottis, ou leur arrivait-il de sortir de leur forêt profonde? Bien sûr. Oui. J'avais dit... Et qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils sortaient de leur forêt profonde? Soit pour grappiller. Grappiller. Oui, dans les champs. Dans les champs, oui. D'accord. Soit pour faire des escarmouches. Des escarmouches, oui. Des embuscades? Des escarmouches
avec les forces de l'ordre. Vous aviez connaissance d'embuscades que les colosses posaient des fois sur les routes? Bien sûr. D'accord. Oui. Entre Mundou et Doba, Oui. dans un village à proximité d'un village du nom, c'est un carrefour. Bon, il y avait une embuscade là. Vous avez souvenance de cette embuscade en particulier, quoi? Ouais, Mais il devait probablement, à votre avis, y en avoir quand même beaucoup, non, d'embuscades de ce type? Bon, c'est indéniable. D'accord. Mais qu'est-ce que recherchez, à votre avis, hein, bien sûr, si vous le savez? Quel était le but des colosses, en fait, dans cette guerre? À votre avis, hein, si vous avez une idée. J'avais évoqué tout à l'heure que, à mon avis, à mon humble avis, Oui, à votre humble avis, à Oui. votre avis tout court. oui, à mon humble avis, il y avait eu des exactions. Après juin 82, il y avait beaucoup d'exactions. Et ces exactions ont conduit certaines personnes soit à se réfugier en brousse, soit à se rebeller contre l'autorité centrale. D'accord. Oui. Et donc, selon vous, si j'ai bien compris, vous avez dit en 83, 84, et puis vous êtes même revenu en 82, c'est-à-dire à partir de la prise de pouvoir par le président Habré, c'est ça, à l'époque. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé à... C'est ça? Vous parlez d'exactions qui auraient été commises par les forces gouvernementales Oui. à l'égard des populations du Sud. Ouais. Comme ça, Oui. sans aucune raison, sans aucun motif. Les motifs, Oui, je vous l'avais évoqué. Je Oui. vous ai dit que, suite à l'insécurité pressentie, ou plutôt sentie par les personnes, par les citoyens, du Sud. bien sûr, les citoyens, ceux-ci se sont tantôt rebellés, tantôt réfugiés dans la brousse. D'accord. Mais l'histoire ne nous apprend pas ça. Je veux dire, rien ne nous dit dans l'histoire et le contexte que, à partir du 7 juin 1982, quand le président Hissène Habré a accédé au pouvoir, il a immédiatement, sans motif apparent, commis ou fait commettre des exactions par les forces gouvernementales sur les populations du Sud. Ok, si l'histoire ne vous a pas dit ça, l'histoire vous a quand même dit à quelle période a commencé ces exactions. Oui. Et c'était à quelle période? Non, vous allez me le dire, je vous pose la question. Moi, je n'étais pas là-bas, donc j'essaye de comprendre avec vous. C'est ce que je vous ai dit. Mhm. Je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire quand? Quand les exactions ont commencé. D'accord. Bon. Donc, selon vous, les exactions ont commencé du fait du régime en place à l'époque, sans aucune raison. Les raisons, c'est un proverbe africain dit que quand la chèvre est présente, pourquoi bêler à sa place? D'accord. C'est un proverbe. Oui. D'accord. C'est un proverbe du sud tchadien? Africain. Africain en général. Oui. D'accord. D'accord. Vous avez déclaré, est-ce que vous avez encore en mémoire, monsieur Moutédé, votre déclaration que vous avez faite à N'Djamena devant le juge d'instruction? Est-ce que vous l'avez encore en mémoire? Non. Pourtant, il n'y a pas longtemps que vous avez fait cette déclaration. Oui.
il y a à peine 2 ans. Oui. Et vous ne l'avez plus du tout en tête. Je n'ai pas dit plus du tout. Ah, Je n'ai pas dit ça. d'accord. Oui. Vous avez déclaré ceci: je n'ai pas assisté aux scènes de tuerie. Vous confirmez? Au sein des tueries, Vous avez déclaré devant le juge: je n'ai pas assisté aux scènes de tuerie. oui, de Vous Maïbo. êtes toujours venu après, ou vous avez toujours eu des informations relatives à ces éventuelles tueries par des personnes interposées. C'est bien ça? C'est ce que vous avez voulu dire? C'est pas n'importe quelle personne. Oui, non, je ne vous demande pas si c'était n'importe quelle personne, des personnalités, des gens dignes de foi, simplement de nous dire que, personnellement, vous confirmez donc cette déclaration. Le massacre de Maïbo, je vous ai dit que je suis venu constater. D'accord. Oui. On est bien On d'accord. ne me l'a pas raconté. C'est Quelques heures après. Oui, c'est l'événement, le début Ouais. qu'on m'a raconté. D'accord. Oui, mais le massacre, je suis venu trouver la scène du massacre. D'accord. À la fin de votre déposition, vous dites ceci: le seul motif qu'ils invoquaient, c'est-à-dire ils, je suppose, les militaires, les forces gouvernementales, pour perpétrer ces massacres, c'était la connivence supposée ou l'assistance supposée apportée au CODOS. C'est bien ça? Oui. D'accord. Merci. Bon. Votre défunt père avait servi d'interprète à l'époque. Oui. C'est bien ça? Oui. D'interprète, d'accord. Parce que vous nous avez expliqué que le message qui était transmis par les forces gouvernementales, Oui. ou les responsables de ces forces gouvernementales, était fait de l'arabe, je suppose, à la langue de l'ethnie qui habitait les différents villages en question. C'est bien ça? Oui. D'accord. Dites-moi, vous nous avez expliqué qu'un jour, et puis vous nous avez précisé, puisque vous commencez votre déposition par le 7 mars 1985, un jour vous avez, comme à l'accoutumée, décidé de rendre visite donc à votre famille, parce que vous étudiez et vous résidiez à l'époque à Doba, c'est bien ça? C'est ça. Vous étiez au lycée, en C'est première. ça, c'est ça. Et donc, c'était quoi? C'était à l'occasion d'un week-end, vous voyez ce que je veux dire? D'un week-end prolongé ou d'un week-end tout court, un samedi-dimanche, pour rendre visite à vos parents qui étaient, je crois, vous m'avez dit, à... Comment s'appelle ce village? Dans une ferme à Maïbo. Oui, où il a une ferme. Vous y étiez allé comment? Voilà. Je me reprends. Je ne le répéterai jamais assez, malheureusement. La distance d'Oba-Bodo, c'est 53 km. 53 km. Et Bodo, Maïbo, votre village? Bodo, la ferme, Oui, la ferme plutôt. oui, c'est environ 4-5 km. 5 km. D'accord. Donc, quels moyens de locomotion avez-vous utilisés? On utilise beaucoup de moyens de locomotion. Beaucoup, d'accord. Oui. C'est-à-dire, Je disposais d'un vélo. ce jour-là, hein, je dis. Je disposais d'abord d'un vélo. Ah. Je peux aller en vélo. Parce que je suis allé, c'est comme si c'est quotidiennement que je vais. Donc, je peux aller en vélo. Je peux aller avec les camions qui partaient charger le coton grain. Oui. Non, mais ce jour-là, hein, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce jour-là. Ce jour-là, Vous commencez votre déposition par ça, un jour, etc. Je me suis rendu comme à l'accoutumée, rendre visite à ma famille. Ce jour-là, vous aviez quel moyen de locomotion? c'était généralement le vélo. Le vélo, Ce jour-là, c'était généralement. Oui. C'était le vélo, donc. le vélo, Vous aviez un vélo. oui. D'accord. Un vélo 4 dames blanches comme ça. D'accord. Oui. Vous alliez souvent à Bodo rendre visite? Oui. Je vais souvent à Bodo. Je peux aller à vélo, je peux aller en camion, je peux même parfois, si c'est au clair de lune, aller en charrette. Les charrettes qui viennent, qui ont amené des produits agricoles livrés dans la grande agglomération de Doba. Au retour, ils partent vides. On peut
embarquer pour causer toute la nuit. Alors combien de temps on mettait en charrette, par exemple? Est-ce que vous avez une idée? Le nombre de fois, je ne peux pas. À peu près combien de temps? Est-ce qu'on mettait, je ne sais pas moi. Le nombre de fois où je suis monté en charrette? Non, le temps approximatif que l'on pouvait mettre pour aller de Doba à Bodo, Oui. en charrette par exemple. Ça peut faire 4 heures de temps. Oui. Oui. Et en vélo? En vélo, ça fait au gros 45 minutes. 45 minutes. 1 heure, 45, s'il n'y a pas d'escale. Si on ne fait pas des escales en route, parce que tout le cheminement, tout le long de la route, c'est des connaissances. Ah, donc on est souvent appelé à s'arrêter pour saluer. Voilà. Et on mettait 45 minutes à 50 minutes en vélo. Oui, 45 minutes à 60 minutes à vélo. C'est-à-dire que vous faisiez une moyenne de plus de 50 km/h à vélo. Des moyens? Vous faisiez une moyenne supérieure à 50 km/h pour arriver à Bodo. Puisqu'il y a 50 km, vous me dites, entre Doba et Bodo. Oui. C'est ça. Oui. Donc si vous prenez un vélo et que vous mettez en moyenne entre 45 minutes et même 1 heure, je vais vous le concéder, 60 minutes, vous rouliez à une vitesse légèrement supérieure, donc de façon constante, à 50 km/h. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant? Oui, je l'ai fait je crois par 3 ou 4 fois avec un ami du nom Mbaye Digmali Joseph. On avait engagé une course sur cette distance. Course de vélo pour faire cette distance, venant à Doba et repartant encore à Bodo. D'accord. Oui. Alors, je vais vous suivre dans votre raisonnement, effectivement, Ouais. dans l'hypothèse où vous êtes en concurrence, c'est-à-dire en compétition avec un ami qui a lui également un vélo, et vous y allez vite, parce que vous décidez de rouler de manière très sportive. Oui. Vous savez qu'en matière de cyclisme, faire des moyennes, même avec des vélos de course, donc appropriés pour ce genre de compétition, 50 km/h, c'est très exceptionnel. On ne les fait que sur des pistes spécialement aménagées pour la vitesse en matière de cyclisme. Cette route était bitumée à l'époque? Jusqu'à présent, ce n'est pas bitumé. Ah, donc c'était du sable. Pardon? De la latérite. La latérite, oui. De la latérite, oui, d'accord. Donc il y avait des rangs-rangs, etc. Ce qu'on appelle vous savez, les petites vaguelettes là qu'il y a sur les... Et malgré ça, vous faisiez quand même une moyenne de 50, voire même un peu plus de 50 km/h. Je dis que ce n'est pas étonnant parce que j'ai eu à le faire. D'accord. Et si vous voulez, on peut faire une démonstration, peut-être à cause de... C'est mon âge qui ne me le permettra plus, mais quand j'étais adolescent, je n'avais pas encore ces 20 ans, eh bien je faisais mieux que ça encore. Mais non, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avez-vous conscience que la vitesse à laquelle vous prétendez rouler à l'époque ne sont même pas atteintes par les spécialistes du cyclisme qui font des étapes, par exemple, de telle ville à telle ville. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus sur du bitume, sur une route asphaltée. Mais enfin, je veux bien croire que vous étiez un super champion. Laissez-moi vous dire. Oui, dites-moi. Oui, que le championnat, le Tour du Cameroun, Chantal Biya, oui, qui est en train de se passer actuellement, le boucle du Faso. La boucle du Faso. La boucle du Faso. Malheureusement, je ne retiens pas les noms de ces cyclistes, mais j'ai connaissance des cyclistes qui ont fait le timing mieux que ça, mieux que ce que j'ai fait quand j'étais jeune. D'accord. Oui. D'accord. Je veux en venir un peu aux us et coutumes, aux traditions, à la culture dont vous avez parlé et dont vous avez fait état à l'occasion de votre déposition devant la Chambre tout à l'heure. Vous nous avez expliqué que selon l'appartenance de la personne, je ne sais pas si vous n'avez pas utilisé le mot caste, mais vous avez parlé de gens importants qui avaient le privilège d'être enterrés dans la concession, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par gens importants?
C'est une appartenance à une chefferie, à une lignée royale, à quoi? Qu'est-ce que c'est les gens importants ou les grands personnages, comme vous avez dit? Oui, je parlais des notables. Des notables, d'accord. Oui, des chefs. Des chefs, Oui, d'accord. chefs de village, chefs de ceci, de cela. Ceux-là sont enterrés dans leur concession. Oui. D'accord. Et vous nous avez parlé également des bébés. Oui. Qui étaient enterrés à côté d'eux, dans la concession. Des nourrissons, oui. Les nourrissons, quoi. Oui. Bien sûr, les bébés, Oui. les nourrissons. Et les autres dans le cimetière. Tout le monde va au cimetière. D'accord. Et vous nous avez dit qu'il ne fallait pas que ceux-là, les premiers, aillent troubler le sommeil des autres. C'est bien ça? Bien sûr. D'accord. C'est des croyances, quoi. Chaque peuple, oui, je sais, chaque population est en symbiose avec son environnement là où il vit. D'accord. La croyance, cette croyance, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Oui, je sais. Mais vous pouvez, c'est des vérités facilement vérifiables. D'accord. Un enfant, un nourrisson, qui est enterré au cimetière, la nuit, il va perturber le sommeil de ceux du cimetière par ses cris. S'il vous plaît, monsieur le témoin, ce sont des faits sur lesquels vous avez déjà témoigné. Oui. Je pense que maître pourrait passer outre s'il n'y a pas quelque chose de particulier à y rechercher. Sinon, vous l'avez déjà dit. Bien, Monsieur le Président. Je voulais en arriver donc à ceux que l'on en enterrait également en brousse. Par exemple, à l'occasion d'une cueillette, comme vous avez dit, quand il tombait de l'arbre, Oui. on l'enterrait sur place. Oui. D'accord. Et vous nous avez parlé également de ceux qui mouraient à l'occasion d'une noyade. Oui. Ceux-là, on les enterrait où? Au bord du fleuve? À la berge. À la berge du Oui. fleuve. D'accord. Et vous nous avez dit également, il y a ceux qui décèdent à l'occasion d'un accident du travail. Oui. Et on les enterre sur place. Qu'est-ce que vous entendez par accident du travail? Monsieur le Président, je ne sais comment me faire comprendre, mais je ne reproche rien aussi à ceux qui ne me comprennent pas. Parce que nous venons de deux mondes différents, de deux horizons différents. Accident de travail. Ceux qui me posent cette question ont peut-être une société très modernisée, très évoluée, au point qu'ils ne peuvent pas me comprendre dans mes expressions ou dans ma description d'une société rurale, où prédomine encore la cueillette. Ceux qui vont en cueillette en brousse, ils montent dans les arbres à nérer ou dans les arbres pour karité, pour récolter le karité. Et qui, par malchance, tombent de l'arbre. Ils meurent. Ils peuvent tomber, ne pas mourir blessés, mais le plus souvent, il y a des gens qui tombent et qui meurent. Ça, c'est un accident de travail. C'est un accident de travail. Celui, le pêcheur, qui par mégarde ou bien par malchance s'est noyé, on ne dispute pas à la nature ce qu'elle s'est approprié. On l'enterre sur la berge, on le remet, on le redonne à l'eau. On l'enterre sur la berge. C'est un accident de travail. Je vous remercie, Monsieur Moutédé. J'ai compris maintenant ce que vous entendiez par accident du travail, parce qu'effectivement, ça m'interpellait tout simplement. Hein. Je me demandais ce que ça pouvait être un accident du travail, ou ce que vous entendiez comme étant tel un accident du travail. Et ceux qui venaient à décéder dans des accidents de la circulation, par exemple? Voilà. Ceux qui décédaient lors d'un accident de circulation, c'est que les us et les coutumes, comme je l'ai dit, prédisposent la nature, c'est la nature, l'environnement où les gens vivent,
où une société vit prédispose cette société à des us et coutumes qui sont particuliers. Et je crois que, avec votre permission, Monsieur le Président, si vous me permettez de faire le catalogue des cas de décès et autres pour donner des réponses à chaque fois que pour tel cas de décès, c'est telle chose qu'on fait. Je vous en prie. Je crois que à cela, vous aviez donné une réponse. Si vous pouvez la rappeler à Maître Mounir Balane. C'est tout. Ce n'est pas la peine de venir faire l'épilogue de tout ce que vous avez dit. Si vous pouvez donner la réponse que vous avez déjà indiquée lors de votre déposition à Maître Mounir Balane, on va s'en contenter. OK. Pour celui qui est en voyage et qui décède lors d'un accident de voyage, lors d'un accident de circulation, il y a deux paramètres. Il a abandonné un point pour se rendre à un autre point. Le point où il devait aller se rendre, il ne l'a pas atteint et il est décédé. Est-ce que c'est le point de départ qu'il a rappelé ou bien c'est le point de destination qu'il a refusé, qu'il a rejeté? Et là, plusieurs cas s'offrent. Ça devient un cours d'ethnologie, mais allons-y. Non, plusieurs cas s'offrent. Monsieur Moutede. Oui. Bon. Plusieurs cas s'offrent. Le chef de terre, même si c'est en pleine brousse, la contrée appartient, cette contrée doit appartenir à une société quelconque, même si c'est en pleine forêt. Cette forêt appartient à une société quelconque. Il y a les dépositaires, qu'on les appelle les chefs de terre. Ils ont plusieurs rites à faire. Ils viennent, ils font leur rite sur on appelle ça, je traduis mon patois, le lavage du sang. La terre a été souillée. Il faut laver cette terre de ce sang. Ensuite, une fois que ce rite est fait, il appartient à ceux que le voyageur vient de quitter. Est-ce qu'il aimerait, comme c'est son village qu'il a rappelé, faut-il le ramener? Ou bien il a déjà quitté là-bas, il est en destination d'un autre point, mais le village de devant qu'il a rejeté, faut-il l'enterrer sur place? Et ça, c'est le chef de terre et le consentement de la famille. On peut l'enterrer sur place, on peut le ramener dans le village qu'il a rappelé. Ça dépend. J'ai compris, je vous en remercie. Et pour celles qui décédaient toujours dans le cadre d'accidents de la circulation, dans les terres dont vous parlez, sur les terres, pardon, plutôt, dont vous parlez, je vous donne un exemple. À Dieu ne plaise, un adulte ou un enfant qui traverse la piste et un véhicule le heurte et il décède. On l'enterre donc au bord de la route ou ailleurs? Mais ici, vous avez bien dit qu'il traverse. Oui. Monsieur le Président, vous avez dit qu'il traverse la route et qu'un véhicule l'a percuté, l'a ramassé. C'est ça, et il décède. Dans l'agglomération ou bien hors du village? Non, hors du village ou hors du village, sur la piste. Hors du village. Entre deux villages, on l'enterre. Et il est percuté par un véhicule. C'est ça. C'est un cas que je n'ai jamais vu. Ah, d'accord. C'est un cas que je n'ai jamais vu. Je n'ai pas assisté à ce cas. Pourtant, on peut raisonnablement penser... Dans le centre de la ville, oui. Dans le centre du village, alors oui. Oui, alors qu'est-ce qui se passe dans le centre du village? Mais quand c'est au village, c'est dans un village. On l'emmène au cimetière? C'est dans un village. D'accord. Et quand c'est sur la piste?
Entre deux villages? Vous ne savez pas? Quand c'est entre deux villages, la contrée, il y a la délimitation territoriale quand même. L'homme est un animal territorial. Il y a des limites. D'accord. On sait que tel village s'arrête à tel, et à partir de là, c'est l'autre village, c'est la terre de l'autre village. D'accord. Vous avez répondu à ce cas précis que vous n'aviez jamais été confronté à ce type de situation. En pleine brousse, un véhicule percute quelqu'un qui traverse la chaussée. Oui. Vraiment, c'est... C'est quoi? C'est impossible? Bon, ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible. Mais à ma connaissance, et culturellement, à ma connaissance... Oui, c'est ce que je vous demande. Je n'ai pas vu... Vous n'avez pas eu de cas comme celui-là? Je n'ai pas vu ce cas où un véhicule percute en pleine brousse. D'accord. Un singleton, un passant singleton. D'accord. J'en ai pas vu. Est-ce qu'on peut, en conclusion, dire, Monsieur Moutédé, que finalement, selon la cause et le lieu du décès, en fonction de ces deux éléments combinés, on pouvait un peu enterrer les gens un peu partout, et en tenant compte du statut de la personne? Monsieur le Président, je ne comprends pas la question. Attendez, vous nous avez dit qu'on enterrait dans les concessions, quand c'était des personnes importantes. Vous nous avez dit que c'était des personnes importantes, quand c'était des nourrissons. Oui. Vous nous avez dit que quand c'était un accident du travail, en nous expliquant que l'accident du travail pouvait être occasionné à l'occasion, enfin être provoqué à l'occasion d'une cueillette, d'un ramassage de fruits, etc. C'était à cet endroit-là. Bon, le cas de l'accidenté, vous nous avez expliqué vaguement comment ça pouvait se présenter, vous n'avez pas conclu sur la question, et celui qui, à Dieu ne plaise, venait à perdre la vie sur une piste, hein, ce cas-là, vous n'y avez jamais été confronté. Donc on enterrait un peu partout. Mais pour ce qui est de la piste que vous revenez dessus, vous revenez dessus. Monsieur le Président, faut-il tamiser la phrase? Je ne sais pas tamiser la phrase, mais... Le cas qui est en train d'être suggéré. S'il vous plaît, oui. Je crois que Maître Moundir n'a qu'à tirer les conclusions et on va passer, sinon on s'éloigne du sujet principal qui porte la déposition du témoin. Très bien, Monsieur le Président, je vais passer à autre chose. Je vais tout de suite passer à autre chose. Est-ce que vous avez eu connaissance, à cette époque, relativement à laquelle vous nous avez décrit les faits, aviez-vous connaissance qu'il pouvait arriver que des CODOS s'en prennent aux habitants de certains villages, qu'ils les pillent et qu'ils les brûlent, par exemple? Est-ce que ça pouvait arriver? Est-ce que vous avez eu écho de cela, d'exactions de ce type-là? Cette fois-ci, ce sont les CODOS qui s'en prennent aux villages, qui les brûlent et qui les pillent. Par piller, j'entends essentiellement, comme vous dites, grappiller. Ça pouvait arriver? Monsieur le Président, la question, si je peux résumer, revient à se demander, est-ce qu'il peut y avoir une éventualité d'altercation entre Kodo et villageois? Je crois que c'est ça la question. Oui, je vais vous la préciser si vous voulez. Avez-vous eu connaissance à cette époque d'éventuelles exactions qui auraient été commises par les CODOS à l'égard de certains habitants de certains villages au motif que le chef de ce village était rallié à la cause des forces gouvernementales? Si ce n'est pas clair, je vous reprends doucement, tranquillement, pour vous permettre d'analyser les termes de ma question. J'ai écouté. Bien. J'ai écouté.
Et la question me demande, est-ce que j'ai eu connaissance? S'il vous plaît. Oui. Si vous avez compris la question, vous y répondez. Ce n'est pas la peine de reprendre la question. Oui. Est-ce que vous avez compris la question qui a été posée? Vaguement, mais je reviens. Non. Et je crois que Maître Mounir Balal vous a précisé que si vous n'avez pas compris sa question, il était en mesure de la reprendre. Okay. Si vous l'avez comprise, vous y répondez. Dans le cas échéant, on pourrait la reprendre pour vous. Ok. Et ce que vous avez compris, répondez par rapport à cela. Voilà. L'altercation éventuelle qui pourrait exister entre les Kodo et le chef de village, ou bien les Kodo et les villageois, suite à une exaction, suite à une dénonciation, accusation de dénonciation, ça existe. J'en ai connaissance. Dois-je, monsieur Moutédé, penser que vous avez répondu par l'affirmative à ma question? Oui. Que cela arrivait? Arrivait. D'accord. Vous disiez que les Kodos venaient grappiller. Ouais. Grappiller le mil qui était stocké dans les champs. Oui. D'accord. Arrivait-il aussi qu'ils ne grappillent pas, qu'ils viennent tout simplement s'approvisionner auprès des villageois? Acheter, par exemple, ou je sais pas. Pour vous, il y a uniquement du grappillage, c'est tout? Venir s'approvisionner légalement, c'est-à-dire des échanges. Oui, légalement, disons, dans le cadre d'une transaction des échanges, des transactions très ordinaire. Oui, commerciales. voilà, j'ai besoin de 100 kilos de mil à raison de 200 francs le kilo, ça fait 20 000 francs, voilà 20 000 francs, donnez-moi 100 kilos de mil, par exemple. De sorgho, quoi. Enfin, quand je dis le mil, c'est le sorgho, c'est du mil. J'avais dit qu'à certaines périodes de l'année, on rentrait les récoltes avant les premières pluies. Donc, si on rentrait les récoltes, il n'y a plus rien que les Kodo pouvaient grappiller en brousse. Oui. Ils ont eux-mêmes, les Kodo. Oui. Ils peuvent, je ne connais pas leur organisation exacte, comment ils procèdent, mais cela va sans dire. Cela va sans dire, et c'est évident, qu'ils se ravitaillent par cette méthode des échanges. D'accord. Vous savez que le grappillage, c'est une forme de vol, de soustraction frauduleuse. C'est-à-dire, on prend quelque chose sans en payer le prix. C'est bien ça? Oui. S'approvisionner, comme le cas que je vous ai posé très clairement, oui. C'est simplement une opération commerciale, quoi. Je veux dire, de gré à gré, quoi. Oui. Voilà. Vous faites bien la différence entre les deux. Oui. Est-ce qu'à votre connaissance, également, il n'arrivait pas que les Kodos viennent dans les villages pour recruter les jeunes, pour les rejoindre au maquis? Bon. À votre connaissance, hein, est-ce que vous êtes au courant ou pas? À ma connaissance, des recrutements, j'en ai pas connaissance. Vous n'en avez pas connaissance? Oui. D'accord. Des recrutements, dans le sens propre du terme, j'en ai pas connaissance. D'accord. Vous aviez une idée un peu de comment ça pouvait se passer, non? Pas du tout? Le recrutement? Bon, je vous ai dit que le recrutement à proprement parler, j'en ai pas connaissance, sauf ceux qui fuyant les exactions. Oui. Ceux qui fuyant l'insécurité. Oui. Seraient tentés ou bien peuvent rejoindre les Kodo en brousse dans le but de rechercher la sécurité, oui. D'accord. Donc, autrement dit, vous voulez dire par là que tous les chefs-lieux de préfecture,
de sous-préfecture, tous les villages vivaient en permanence dans l'insécurité et qu'il n'y a que chez les Kodos qui vivaient dans la forêt profonde où existait la sécurité. C'est bien ça. Les choses vont sans dire. Les choses vont sans dire. Oui. Dans un chaos ambiant, je crois que l'esprit censé choisit la solution qui lui est la moins lourde, la moins douloureuse. D'accord. D'accord. Ce n'est pas moi qui suis parti me réfugier chez les Kodo pour dire que, bon, chez les Kodo, c'est plus sécurisant. Je ne l'ai pas fait. C'est peut-être ceci qui vous a valu la chance d'être en vie encore. Disons, j'avais bien dit que c'est une chance. C'est une chance. Oui, ne pensez-vous pas que c'est cela qui vous vaut cette chance-là? Le fait que vous n'ayez pas intégré les Kodos dans le maquis, qui vous a valu la chance d'être aujourd'hui en vie? Disons-le, si cela peut vous consoler. Je ne suis ni attristé pour être consolé ou pour avoir besoin d'une quelconque consolation, monsieur Moutede. Ah. C'est une question simplement que je vous pose. Aviez-vous une sympathie pour les Kodos? Aviez-vous une sympathie pour les Kodos? Non. Aucune? Aucune. D'accord. À l'époque, qu'est-ce que vous pensiez? Pensiez de quoi? Du gouvernement de la République du Tchad, comme vous dites. Pardon? Du gouvernement de la République du Tchad, de l'État tchadien. Vous aviez 20 ans. Oui. À l'époque, on ne peut penser que ce qui s'impose. D'accord. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je peux penser, mes pensées peuvent être similaires à un Chilien du temps du Condor, de l'opération Condor. Oui. Mes pensées peuvent être similaires à un Espagnol du temps franquiste. D'accord. Oui. Apparemment, vous vous intéressiez déjà à l'époque à l'histoire. J'étais en première, je le précise. D'accord. Quand vous faites allusion à l'opération Condor, vous voulez parler du Chili de Pinochet? C'est ça? Vous l'avez dit. D'accord. Et quand vous parlez de l'Espagne, c'est l'Espagne franquiste, l'Espagne de Franco, c'est ça? Je ne vous le fais pas dire. D'accord. Est-ce que vous avez lu un roman qui s'appelle Le Château de mon père, de Marcel Pagnol? Non. Non? Non. Je ne suis pas très cultivé. Vous n'en donnez pas l'impression. Moi, j'aurais pensé le contraire. Non. Vous me paraissez très au fait des questions politiques et aussi des questions militaires et des questions culturelles et des questions philosophiques. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites gratuitement, mais je ne mérite rien. Non, non, je ne vous flatte pas. Hein, S'il vous plaît. Dites-moi, à l'époque des faits, vous connaissiez un certain monsieur qui s'appelle Idriss Déby? Idriss Déby, à l'époque des faits, ça vous dit quelque chose? Oui. Il était quoi? Il était, je crois, commandant, il était chef d'état-major. Général des armées. Oui. Vous saviez à l'époque que c'était lui qui commandait les opérations dans le sud, les opérations militaires? Vous le saviez? Je ne le savais pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la Chambre et je remercie Monsieur Moutede également. Merci. Ainsi donc prend fin votre déposition devant cette Chambre. Je vous remercie d'être venu et d'avoir apporté votre concours. Dès à présent, vous êtes libre pour repartir au Tchad. Monsieur le Président, je crois qu'il avait des pièces à déposer. Je ne sais pas.
Je ne sais pas où sont les pièces. Vous les avez? Vous voulez partager des pièces avec notamment la liste Ça, c'est une pièce. C'est quoi exactement? Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Il y a les listes, Oui. listes détaillées Oui. des victimes de massacres, Oui. avec la liste des survivants, OK. la liste de l'autre, le nombre de veuves, Mhm. le nombre d'orphelins, OK. de chaque site de massacre, des six massacres OK. collectifs. Et le deuxième? Ici, c'est la liste des victimes que j'appellerais des victimes isolées. OK. C'est-à-dire des Ce tueries. qui ne sont pas contenus dans, Ce n'est pas dans les massacres. Non. OK. Donc c'est pour un. Est-ce que la défense aurait quelques observations par rapport à cela? La défense, Monsieur le Président, s'en remet et s'en rapporte à la sagesse de la Chambre quant à la recevabilité de ces pièces. D'accord. De toute façon, elles seront déposées au niveau du greffe et toutes les parties pourront éventuellement y faire recours. Voilà. OK. Bien, donc vous pouvez vous retirer. Oui, Monsieur le allez. Président. Merci. Bien, nous allons lever l'audience pour la journée, c'est-à-dire qu'on ne va pas siéger de l'après-midi, compte tenu de ce que une collègue est décédée et certainement la Chambre ira s'incliner au niveau de son corps. Voilà, donc l'audience va reprendre demain à partir de 9h. Merci.